Salut et bienvenue sur le podcast Paysapreneur. Ce podcast est dédié à tous les jardiniers paysagistes passionnés qui souhaitent développer leurs entreprises et vivre pleinement de leur métier. Je suis Joël Arquier et après plus de 20 ans passés en tant qu'entrepreneur paysagiste, aujourd'hui j'accompagne ceux qui, comme vous, veulent transformer leur passion en business rentable. Chaque semaine, vous découvrirez ici des conseils pratiques en matière de stratégie marketing, de vente, de production et de direction d'entreprise qui vous aideront à faire croître votre business tout en gardant un équilibre de vie. Alors, prêt à passer au niveau supérieur ? Salut les paysapreneurs, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai avec moi un invité exceptionnel et avec lequel on va parler de quelque chose qui est peut-être pas évident. Alors, faisons très simple, on va parler de neuromarketing. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on va rentrer dans la tête de tes clients pour augmenter ton chiffre d'affaires en toute bienveillance, bien entendu. Et on va mettre ça en place, en pratique. On va voir comment ça marche, comment est-ce qu'on peut faire ça avec Christophe Train, qui est notre invité du podcast aujourd'hui. Salut Christophe, sois le bienvenu. Salut Joël, merci de m'accueillir sur ton podcast, ça fait super plaisir. Avec grand plaisir, le plaisir est vraiment partagé. C'est pas la première fois que tu viens et c'est toujours un plaisir de te recevoir. Alors, je t'ai réservé une petite surprise parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui nous écoutent là ne le savent pas forcément, mais avant d'enregistrer le podcast, on a une petite conversation, on prépare le truc, on prend 10 minutes, un quart d'heure pour discuter, pour échanger, pour rentrer dans les coulisses. Tu m'as même aidé à bien enregistrer aujourd'hui, donc voilà, merci pour ça. Avec plaisir. Mais je t'ai réservé une petite surprise que je t'ai pas dit dans la préparation du podcast, c'est que comme je sais que tu adores l'intelligence artificielle, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai demandé à ChatGPT de m'aider pour cette interview. Donc, c'est une interview de ChatGPT. Excellent, excellent. Donc, j'ai demandé à ChatGPT, je vais recevoir dans mon podcast Christophe Train, fais-moi une présentation de Christophe, positionne-toi en tant que journaliste, toujours important, hein, pour créer une liste de questions pertinentes qui peuvent aider mon audience d'entrepreneurs paysagistes à propos de son dernier livre, le guide pratique du neuromarketing pour entrepreneurs, 12 astuces pour booster votre chiffre d'affaires dans les 12 prochains mois. Et donc, voici ce que me dit Christophe, et je te présente ce que me dit, pardon, ChatGPT, je confonds avec ChatGPT, ça va plus du tout. Ça va plus du tout, désolé. Donc, ce que m'a dit ChatGPT sur toi, et tu corriges si la présentation est mauvaise. Donc, Christophe Train est un expert reconnu en neuromarketing et en stratégie entrepreneuriale. Avec plusieurs années d'expérience en accompagnement d'entreprises de différentes tailles, il s'est spécialisé dans l'application des neurosciences au marketing pour aider les entrepreneurs à comprendre et influencer efficacement les décisions d'achat de leurs clients.
Son dernier ouvrage, Guide pratique du neuromarketing pour entrepreneurs, 12 astuces pour booster votre chiffre d'affaires dans les 12 prochains mois, offre des conseils pratiques et accessibles conçus pour générer des résultats mesurables à court terme. Bonne présentation ou pas? Oui, à part l'introduction qui est un peu pompeuse, sinon tout le reste est correct. Parce que Ah, expert, tout ça, là, enfin, j'ai absolument pas cette prétention-là. Par contre, un passionné du sujet, oui, ça c'est une évidence, ça c'est clair. Et c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles je peux parler pendant très 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 longtemps. Puis, bon, ça m'a donné l'occasion effectivement d'écrire ce livre que tu évoqué tout à l'heure. Donc, mais en dehors de ça, le reste est correct, ça me va. ouais, moi je trouve qu'il a oublié deux choses. Il a oublié que tu es quand même un pro du marketing vidéo, Ouais, ouais, qu'on soit bien d'accord. Parce que peut-être qu'il y en a qui te découvrent à travers ce podcast. Il faut savoir que si vous remontez un peu dans les épisodes de podcast, vous allez retrouver avec Christophe un épisode où on parle du marketing vidéo qui est super inspirant. Donc après cet épisode-là, si vous voulez en écouter un autre avec Christophe, je vous recommande d'aller écouter celui-là. Euh, et donc il a oublié ça. Et puis il a aussi oublié le fait que ben, tu t'es pas mis au neuromarketing par hasard, c'est que tu es formé au neuromarketing. tout à fait, tout à fait. Alors, c'est vrai que pour développer un petit peu ce que tu viens de dire, c'est vrai que moi, à la base, je suis là. Par contre, je peux prétendre être expert en marketing vidéo, effectivement, parce que j'ai même écrit un livre là-dessus, hein, le marketing vidéo, tout simplement, où je donne plein de conseils pratico-pratiques, justement, pour faire de la vidéo associée à une stratégie marketing. Et puis, pourquoi enfin, je me suis intéressé et passionné pour le neuromarketing? Parce que il y a 4 ans, j'ai fait une formation de coach spécialisé en neurosciences, justement. Et je me suis dit, bah, tiens, c'est marrant, il y a peut-être un lien à faire avec les neurosciences et le marketing. Et puis, j'ai découvert que bah, j'avais rien inventé, ça avait déjà été fait bien avant. Quelqu'un a déjà eu l'idée bien avant moi. Mm. Et le mot neuromarketing, d'ailleurs, existe depuis le début des années 2000. Et ce sont aussi des choses qu'on utilisait avant, qu'on n'appelait pas ça forcément du neuromarketing. On appelait ça de la psychologie marketing. Voilà, c'était un nom beaucoup plus simplifié. Et puis, avec l'essor des neurosciences et des recherches faites au niveau des neurosciences, bah, ça a permis d'aller un peu plus loin, justement, dans l'influence marketing, justement, parce que l'idée comme tu l'as très très bien évoqué, c'est d'influencer les décisions d'achat des consommateurs et puis de les amener donc à acheter chez nous, en fait, hein, tout simplement. C'est ça. Et de base, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser aux neurosciences? Puisque neuromarketing, t'as expliqué pourquoi le neuromarketing, mais aux neurosciences, c'est quoi qui t'a poussé vers là? Bah, en fait, tout simplement parce que moi, la psychologie humaine, c'est quelque chose qui me passionne depuis que je suis ado. Mm. Moi, je me rappelle quand j'étais ado, je devais avoir 15-16 ans, après une rupture amoureuse qui m'avait complètement démoli moralement. Et j'étais tombé sur un bouquin de psychologie. Et j'ai dit, tiens, ça c'est génial. Et j'ai dévoré ce bouquin-là et je me suis passionné après par rapport à la psychologie humaine, aux sciences humaines plus largement. Et puis, bah voilà, après, la vie avance, etc. Et puis, j'entendais parler de neurosciences. Je sais pas ce que c'est, je comprends pas bien. Et puis, tiens, neuromarketing, c'est quoi donc ça aussi? Il y a des choses très négatives qui sont dites à ce sujet-là, et notamment en France. Et puis je me suis rendu compte que c'est qu'un outil comme un autre. Voilà, on peut, comme un couteau, on peut couper sa viande ou on peut tuer quelqu'un. Donc Ouais, c'est ça. neuromarketing, c'est pareil. Et d'après toi, c'est quoi les plus gros malentendus autour du neuromarketing? Bah, des malentendus qui malheureusement sont justes. Parce que c'est vrai que dans le dernier chapitre, je fais un peu de dénonce là-dessus, sur l'utilisation mal appropriée du neuromarketing. Et je m'appuie pas forcément que sur le marketing, mais j'aborde aussi au niveau de la politique. On se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites avec le neuromarketing pour influencer les citoyens, etc. J'en veux pour preuve, il me semble que j'en parle dans le livre, Édouard Bernays, qui, un des plus grands marketeurs du XXe siècle, qui a été beaucoup sollicité justement en mettant en place, alors c'était pas ce mot-là encore une fois à cette époque-là, mais des techniques de neuromarketing. Il y a un exemple avec le petit déjeuner américain que je vous laisse découvrir, quelle est l'origine du petit déjeuner américain traditionnel avec le bacon, etc. Je vous laisse découvrir ça dans mon livre. Mais il y a un autre point que j'ai trouvé particulièrement, ah, c'est la force obscure de Star Trek, pardon, de Star Wars. Remplacer Star Trek même au mauvais endroit, quoi. C'est ouf. Lapsus volontaire. Ouais, ben oui, évidemment. Et donc, Edward Bernays, on l'a sollicité à un moment donné pour déstabiliser le gouvernement du Guatemala. Et donc,
avec des stratégies marketing, il a influencé les citoyens qui ont renversé le gouvernement du Guatemala et même le président du Guatemala à l'époque a été assassiné, entre guillemets, à cause de lui. Et tout ça pour démontrer que oui, le neuromarketing mal utilisé peut faire des choses qui sont pas très très bien moralement parlant. Donc Edward Bernays, moi c'est pas un type que j'aime. Point de vue marketing, je le trouve extrêmement brillant. C'est pour ça que c'est intéressant de l'étudier quand même, hein. Et encore une fois, moi c'est pour ça que je dis qu'il s'agit concernant le neuromarketing, voilà, de l'utiliser avec éthique et responsabilité parce que ça peut être un outil très dangereux s'il est mis entre deux mauvaises mains, si je puis dire. Ouais, tout à fait. C'est tout ce qui va être, c'est la même chose hein, avec tout ce qui va être les milieux de l'influence et tout ça, hein, d'une manière générale. Où Oui, bah, parce c'est que celui qui l'utilise dans le bon ou dans le mauvais sens, quoi. oui, parce que là, on peut rentrer. Là, il y a un bouquin d'un Américain, chaque fois j'oublie son nom, que tu connais forcément, Joël, qui s'appelle Influence et manipulation, Robert que je cite Cialdini. d'ailleurs dans ma bibliographie à la fin du livre. Justement, la frontière est fine, tu vois, entre l'influence et la manipulation. Et il s'agit de faire attention de ne pas tomber, entre guillemets, dans le piège de vouloir manipuler les gens, parce que ça, c'est pas du tout éthique. Ouais, exactement. Exactement. Bon, est-ce que tu as aimé les premières questions de ChatGPT? Parce que là, c'est du. À part que lui, tu Ça me va. vois, que Pour moi je te l'instant, ça tutoie, va. mais voilà. Mais j'aime beaucoup ChatGPT, tu vois, c'est Mais enfin, non, ChatGPT, il y a même dans plus globalement quoi. Mais là, tu vois, juste pour finir, là, c'est pas le débat, mais l'IA d'une manière plus globale aussi, c'est un peu comme le neuromarketing, ça reste que des outils et voilà, il faut s'en servir intelligemment quoi. ouais, c'est pour ça que on prend une partie, enfin ce que je dis, si on fait une parenthèse IA, mais c'est un assistant, quoi, mais c'est pas un créateur, c'est un assistant. Exactement, exactement. Alors ton livre, il y a 12 astuces pratiques. C'est quoi, d'après toi, la plus surprenante ou celle qui a le plus surpris tes lecteurs sur les premiers retours que tu as? Euh, Ce qui a surpris en fait, si tu veux, c'est qu'il y avait des choses que les gens utilisaient euh, par imitation ou peut-être de manière intuitive aussi. Il y a ce qu'on appelle en neuromarketing le biais d'urgence, qu'on connaît tous sans le savoir que ça s'appelle comme ça en vrai. On le voit très bien là, par exemple, on était ou on est encore un petit peu dans cette opération Black Friday où on te dit, voilà, achetez mon produit, moins 50%, mais c'est jusqu'à demain soir, 23h59, etc. Et donc, forcément, tu dis, ah, c'est une aubaine, là, faut que j'en profite, effectivement, ce produit-là à moins 50. Ah, c'est intéressant, j'y vais, je le fais maintenant, quoi. Et Hmm. c'est vrai que c'est un fort accélérateur pour booster la consommation et en tout cas les achats auprès des consommateurs. Et ce biais d'urgence, c'est un biais qui est connu en neuromarketing, hein, parce que faut savoir, sans rentrer dans le détail, mais il faut juste savoir ce qui a été recensé du moins, il y a 250 biais cognitifs, donc des choses qui sont faites de manière totalement inconsciente et c'est intrinsèque à l'être humain, hein. C'est pas parce que je connais un biais cognitif que ça y est, je suis protégé, il se passera rien pour moi, pas du tout, loin de là. Ouais. Tu vois, c'est ce que c'est ce que j'ai compris aussi à travers ça, parce que je me suis dit, bah non, moi, le biais d'urgence, jamais je me ferai avoir là-dessus. Bah, bien Black Friday, toi, j'ai acheté un truc quand même, Bah, tu vois. évidemment, évidemment. Pourtant, je le connais, hein, le biais, je sais que c'est comme ça que ça fonctionne, mais bon, voilà. Ce qui est intéressant, si tu veux, dans la connaissance de ces biais cognitifs, c'est que du coup, tu fais les choses en conscience. Tu vois, tu dis, bah, ok, je sais que là, cette entreprise utilise un biais d'urgence pour me pousser à acheter maintenant, je le sais. Donc, ça va me permettre de réfléchir finalement, à me dire, est-ce que finalement c'est approprié que j'achète maintenant ou pas? Tu vois? Hmm. Là, ça te pose de vraies bonnes questions pour le coup. Et puis après, si tu achètes ou pas, en tous les cas, tu le fais en totale conscience. Et c'est ça qui est plutôt intéressant en fait. Sans prémunir, c'est un leurre, ça ne marchera jamais. En revanche, de faire les choses en conscience, oui. Tu vois, un petit peu comme, comment dirais-je, de se dire, tiens, on est une espèce humaine et en tant qu'espèce grégaire, c'est-à-dire qu'on a besoin de vivre en groupe. Si on est tout seul sur une île, on devient comme Robinson Crusoe, c'est-à-dire qu'on devient fou, parce que ça ne peut pas marcher, on a besoin d'interaction les uns avec les autres. Et de fait, il y a ce qu'on appelle en neurosciences le biais, alors il y a un mot un peu péjoratif, il y a un autre nom qui ne me vient plus à l'esprit là, mais c'est le biais moutonnier, ce qu'on appelle faire le mouton en d'autres termes.
Et c'est normal, ça fait partie de l'être humain. On a besoin de se retrouver en groupe. C'est pour ça qu'il y a des masterminds, c'est pour ça qu'il y a des séminaires, voilà, on peut retrouver des gens, etc. C'est pour ça qu'il y a le groupe Facebook de Joël, là, dans lequel on aime bien aller pour retrouver des informations et échanger les uns avec les autres, hein, parce qu'on a les mêmes valeurs communes quelque part. Et on a besoin d'avoir cette appartenance à un groupe. C'est vital. Mm. Par contre, ce qui se passe bien souvent, c'est que ça se fait de manière inconsciente et ceux qui sont manipulateurs, qui connaissent ce biais cognitif, bah, ils vont te dire, bah, un petit peu comme Edward Bernays avec, allez, on va en parler un petit peu, avec ce petit déjeuner américain. Ouais, si vous voulez être en bonne santé, c'est important de manger du porc le matin, donc du bacon. Comme ça, vous serez en bonne santé. Il y a des études scientifiques qui le prouvent. Autre biais cognitif qu'on Mm. appelle ça le biais d'autorité. Ah, il y a des épreuves, il y a des études qui le prouvent. Donc, c'est important de manger du bacon le matin au petit déjeuner pour être en forme toute la journée et en bonne santé, plus simplement. Et puis, du coup, on se dit, ouais, je sais pas, j'hésite. Et puis, ce qu'a fait Edouard Bernays, bah, il a appelé des gens pour témoigner. Donc, ce qu'on appelle plus communément la preuve sociale en marketing. Ah, puis on se dit, bah, tiens, il y a Michel, il y a Nathalie, tout ça qui dit qu'elle mange du bacon au petit déjeuner le matin, que c'est vachement bon, etc., qu'elle a la meilleure santé. Bah, je vais faire pareil. Ah ouais. D'où le biais moutonnier que j'évoquais tout à l'heure, qui dit bah, j'ai envie de faire comme tout le monde. Donc bah, voilà. Donc j'achète le produit comme tout le monde parce qu'on m'a dit que c'était important. Et en plus de ça, on m'a dit qu'il y a des preuves scientifiques qui le démontrent. Et en plus de ça, je vois qu'il y a des gens qui l'ont déjà acheté et qui en sont totalement satisfaits. Et par exemple, tiens, pour nos amis paysagistes, donc ça, encore une fois, sans chercher à manipuler, qu'on s'entende bien. Un truc que moi je préconise depuis longtemps d'ailleurs au niveau de la vidéo, demandez à vos clients un témoignage écrit, c'est le minimum, et si les gens sont OK, un témoignage vidéo. Ça c'est le must. On le voit dans les pubs qui passent sur les médias sociaux ou à la télévision. Ah, il y a Micheline là, qui a acheté le nouveau produit. Alors Micheline, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, je suis content, moi, hein, je trouve ça super bien. Tu fais bien Micheline, hein? Eh bien, si vous demandez à vos clients de vous faire un témoignage écrit ou au mieux en vidéo, bah, c'est clair. On se dit, bon, ok, Joël, ce qu'il dit, c'est vachement bien, mais là, je vois Micheline qui dit, ouais, j'ai acheté le truc à Joël, je vais l'acheter, quoi, forcément, hein. Je dis, il n'y a pas de raison. Parce que c'est vrai que, comme on dit, ce sont nos clients qui en parlent le mieux, ce sont nos meilleurs ambassadeurs, donc autant en profiter, toi, pour activer ce biais, j'aurais pu retrouver le nom, enfin, la preuve sociale en d'autres Social. termes. Et ça marche extrêmement bien. Donc, amis paysagistes, allez-y. Ouais, faut pas hésiter de demander en vidéo. Souvent, on a la crainte de demander la vidéo, mais ça peut. Finalement, c'est trois vidéos en pied de page de site internet en disant que les clients ils sont super contents, que l'expérience s'est bien passée. Ça vaut les 5 étoiles Google, ça en vaut 15 ou 20, quoi, même plus, hein. Donc, Carrément. faut vraiment pas hésiter. C'est vrai que le témoignage vidéo est extrêmement puissant et comme tu dis, c'est utilisé à la télé. Et pour ceux qui hésiteraient à le faire, il faut savoir que j'ai travaillé avec une marque de piscine haut de gamme qui fait, alors le reportage, il est c'est un reportage télé, quoi. Ça dure Hmm. 2 minutes, 3 minutes avec le client, ils font le tour de la piscine, les drones au machin et tout, témoignage du client. Ça marche d'enfer en vrai. Et ça donne un témoignage client qui va être très, pas face caméra, donc c'est très soft pour le client, c'est dilué avec des Hmm. photos, enfin, avec des vidéos et tout ça. Et c'est hyper puissant. En vrai, ça donne envie d'acheter, même si t'as pas les moyens, quoi. Et c'est ce qu'on veut, quoi. Donc, ouais, merci hein, pour le témoignage vidéo. C'est vrai que c'est super important. Est-ce que tu aurais d'autres conseils qui sont facilement applicables pour une entreprise du paysage? Ouais. Il y a un truc, alors j'ai plus le. C'est un truc, c'est une technique en neurosciences qui est beaucoup utilisée par certaines entreprises et qui ont le mérite de hyper bien fonctionner. Je vais donner un exemple qui est assez intéressant. Une salle de cinéma, par exemple, propose un paquet de pop-corn, un petit paquet, à 3,50 €. Il propose un grand paquet de pop-corn à 7 euros. Et bien évidemment, ce qu'il constate, c'est que les ventes sont beaucoup plus importantes avec le petit paquet à 3,50 €. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, on va mettre au milieu
un produit intermédiaire à 6,50 €. C'est à peu près le même. C'est un plus gros paquet que celui à 3,50 € évidemment. Et qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte? Eh bien, c'est qu'il y avait énormément de personnes qui achetaient finalement le paquet à 7 €. Ben oui, parce qu'on se dit, tiens, il y a un truc à 3,50 €, bon, c'est peut-être un petit peu cheap. Puis là, il y en a un à 6,50 € et un autre à 7 €. Ah, finalement, pour 50 centimes, allez, je vais prendre celui à 7 € quoi. Tu vois? Et Mm. ça cartonne à mort. Et donc, pour les paysagistes, c'est de trouver un truc à peu près similaire. Alors là, je suis pas expert du métier, donc je peux pas donner forcément d'exemple, mais il faut essayer de trouver un truc dans ce type-là, tu vois, proposer aux clients, de dire, bah voilà, j'ai une prestation à 3,50 €, j'en ai une autre à 6,50 € et une autre à 7 €. Pour regarder ces chiffres-là, pour Mm. simplifier la réflexion. Et puis, enfin, voilà, et puis de faire le test. Et on va se rendre compte qu'automatiquement, les gens vont prendre le produit le plus cher, hein. Ouais, tout à fait. C'est hyper puissant. Dans le même ordre d'idée, pour prendre une belle leçon de marketing, d'influence et de neuromarketing, si tu vas chez Starbucks, t'en prends une du début à la fin, quoi. Dès que tu rentres jusqu'à ce que tu sortes et tu te dis, mais en fait, j'ai rien compris. J'ai payé mon café 10 balles. Et tout ça parce qu'il y a mon nom écrit dessus, parce qu'il y avait un petit, un moyen et un gros avec la stratégie que tu viens d'évoquer qui marche à tous les coups. Et donc, à tous ceux qui t'ont écouté et qui ont dit, ouais, mais comment j'applique ça? Tout simplement, puisque moi, je l'ai déjà appliqué et que ça fonctionne très très bien, c'est notamment sur tout ce qui va être contrat d'entretien d'espace vert, où tu peux mettre une prestation standard 10 passages, une prestation moyenne 14 passages et une prestation 22 passages, et tu vas faire un prix qui va ressembler à celui que tu viens de donner, de manière à ce que même si on te prend la prestation la moins chère, tu gagnes de l'argent. Si, enfin, la plus, c'est pas la moins chère, mais ça va être la avec le moins de passages, ce sera la moins chère, mais parce qu'il y a moins de passages, et tu vas gagner à tous les coups parce que celle qui sera intermédiaire, ben, c'est celle qui aura la plus grosse marge, et celle qui sera la plus haute, c'est celle qu'il faut vendre. Donc tu seras sur une marge correcte et normale, et ça fonctionne très très bien, et c'est tout le système, même Mm. pour ceux qui font de la création de jardin, c'est le même système avec options où on va pouvoir intégrer option 1, option 2, option 3, et permettre aux gens de choisir quelle est la meilleure option pour eux, sachant qu'ils vont finir par choisir l'option haut de gamme, entre guillemets, Oui, tout en parce que restant raisonnable. en plus de ça, ce qui est intéressant en offrant trois choix possibles, ce qui est compliqué en fait pour chacun d'entre nous, hein, c'est encore une fois, c'est intrinsèque au fonctionnement de l'être humain, c'est que si on n'a que deux choix possibles, c'est compliqué parce qu'on se dit, bah, qu'est-ce que je choisis? Je ne sais pas, quoi. Mm. Et j'ai l'impression d'être un petit peu enfermé dans un processus qui m'empêche a priori, de faire le bon choix. En revanche, quand on a trois choix, on a inconsciemment le sentiment qu'on a plus de liberté de choisir, hein. Tu vois? C'est vraiment se donner cette impression au consommateur, au prospect, c'est lui qui choisit, Mm. tu Et- vois? C'est ça. Et du coup, comme il choisit, ça a deux fonctions, c'est que il choisit entre les trois choix, et il choisit forcément par défaut ton entreprise pour faire la presta. Et là, tu viens de dégager toute la partie concurrentielle, puisqu'une Ouais, fois que le client il s'est engagé, il dit, ben non, je vais plutôt prendre celui-là, par un biais cognitif dont je ne connais pas du tout le nom, mais qui est la cohérence avec soi-même. ouais. Derrière, il va pas dire, bah non, je vais prendre une autre entreprise, puisqu'il vient déjà de valider un choix chez toi. Donc, de toute façon, déjà, tu as viré la concurrence juste en mettant cette possibilité d'options et de trois choix. Et pour aller sur le sujet des trois, et vraiment des trois, on ne va pas en mettre cinq ou six. Non, Quand tu as mis cinq ou c'est six. pas l'idée non plus. Ben non, non, mais on est d'accord que s'il y en a plus de quatre, les gens sont complètement paumés, hein. Ah mais oui, du coup, s'ils sont paumés, ils achètent plus, donc c'est pas le but non plus. Ouais, exactement. Moi, j'avais eu le cas quand je faisais de la moquette de pierre où il y avait un catalogue de couleurs, tu sais. Et j'avais volontairement réduit le catalogue de couleurs. C'est-à-dire que les gens avaient le choix entre 14, ce qui est déjà pas mal, mais bon, il y avait Ouais, vraiment des. Enfin, c'est de la pierre naturelle, donc tu vois, il y a différents endroits, différents. Bon. Mais dès qu'on avait. Dans ma gamme, j'aurais pu proposer quatre ou cinq grilles différentes, tu vois, ouais. ou pareil avec des couleurs blanches. Sauf que si je mets cinq grilles différentes, les gens ils disent, bon, je vais réfléchir, je sais pas, je suis perdu. Si t'en proposes deux, c'est le clair ou le foncé, vous prenez quoi? Et du coup, les gens s'engagent, quoi. Et ils sont pas Hmm. perdus, pas submergés par le nombre de choix qui serait trop, trop important.
Ok, donc tu as parlé des trois choix. Dans le process, tu vois autre chose qui pourrait être pertinent à mettre en place, que ce soit dans le process de vente ou dans le process de marketing. En fait, si tu veux, bah, on en revient à des fondamentaux qu'on connaît déjà plus ou moins et qu'on démontre et on explique plus en détail avec le neuromarketing, à savoir que il s'agit toujours de s'intéresser au client et de mettre le client au cœur même de nos actions de vente, de nos stratégies de vente, de notre négociation même avec le client quand on est face à lui. Faute de quoi, si on fait parler, l'erreur qu'on fait fréquemment, hein, toute activité confondue, l'erreur qu'on fait fréquemment, on arrive chez un prospect et puis on lui dit, bah, vous savez, moi, monsieur le prospect, voilà, j'ai 10 ans d'expérience en tant que paysagiste, voilà tous les services que je propose, machin. En fait, on fait que et ça, c'est pas bon non plus. En Ouais. revanche, tu vois, après, c'est des petites techniques d'influence, hein. Qu'on s'entende bien, je n'évoquerai jamais de technique de manipulation, mais en technique d'influence, c'est de dire quoi? C'est que je m'intéresse au client, je fais déjà très basiquement ce qu'on appelle de l'écoute active. J'écoute mon client, je rebondis, donc en d'autres termes, sur ce qu'il me dit, hein, c'est ça l'écoute active. Et voilà, si je comprends bien, monsieur le client, vous, ce que vous souhaitez, c'est que je taille les haies à cette hauteur-là. C'est bien ça ce que vous m'avez demandé? Ok, vous souhaitez une fréquence de quoi? C'est 2 mois, vous m'avez dit? Ok, j'ai bien compris ça, etc. Et à chaque fois, reprendre ses mots à lui, pas sortir notre jargon technique à nous, surtout pas. J'ai encore eu l'exemple avec un appel téléphonique pas plus tard qu'hier. Et j'avais la dame au téléphone qui utilisait des jargons techniques et à un moment donné, j'ai dit, écoutez, stop, arrêtez, parce que c'est votre jargon technique. Utilisez un langage simple. Je suis désolé, mais utilisez un langage simple que je puisse prendre, que je puisse comprendre, pardon. Et c'est le défaut qu'on peut avoir toutes et tous, hein. Je prends cet exemple-là parce qu'il est encore tout frais, quoi. Mais moi-même, je sais que j'essaye d'être très vigilant, moi, dans mon métier, pour pas utiliser des jargons techniques quand je vais voir un prospect, notamment pour faire une prestation vidéo. Non, enfin, sauf si la personne, je sens qu'elle est pointue et qu'elle connaît des trucs très précis au niveau de la technique, quoi. Mais sinon, d'emblée, non. D'abord, simplement, vous voulez une vidéo, ok, c'est bien. Ouais, t'as tout à fait raison. Et dans tout ce qui va être technique, des fois, on pourrait avoir le sentiment que en donnant des termes techniques, on a une autorité, en fait. C'est Sauf faux. que là, c'est complètement l'inverse qui se passe. Et Ouais. on est en train de perdre la personne. Alors qu'en s'intéressant tout simplement à la personne et comme tu disais, de rephraser les choses ou de montrer, des fois, il suffit d'écouter, de faire ouais, je vois, ok. Et ça suffit. Et la personne dit, ok, ouais, c'est cool. C'est beaucoup plus puissant que d'aller dans du terme technique. Et on va parler de termes techniques, comme tu disais, que si on nous la demande. Et si on ne nous le demande pas, c'est pas la peine de dire les noms des plantes en latin, quoi. Ça n'a pas d'intérêt. Et Ça a puis, pas tu d'intérêt. sais, pour revenir sur ce que je disais au tout départ de là, ce que je viens de dire précédemment, mais en termes de technique d'influence qui marche très bien, donc au lieu de dire c'est de dire nous. Nous, monsieur le client, voilà ce qu'on va faire ensemble. Mm, Voilà, on va tailler vos haies, on va tondre le machin, on va faire votre piscine, etc. Enfin, tu vois, utiliser le nous plutôt que le je. mm. Parce que le nous, forcément, la personne va se sentir impliquée, tu vois, elle va se dire, OK, le gars en face de moi, quand il dit nous, il parle de moi. Et du coup, je me sens beaucoup plus à l'écoute de ce que le professionnel est en train de me dire, tu vois. Ouais, Donc, pour pouvoir l'influencer positivement à acheter chez nous, eh bien, utilisons le nous. c'est ça. Montrer que de toute façon, le client est au cœur Ouais, du process, de toute façon, quel qu'il soit. C'est le client qui fait vivre les entreprises, de toute façon. Et nous, on est là que pour suggérer des choses, proposer des choses. Et puis, si en face, il y a pas la clientèle pour ça, de toute façon, notre produit fait un flop, notre entreprise fait un flop. Donc, c'est vraiment le client qui est au cœur du système. Et que ce soit en vente face à face, en rendez-vous face à face, ou dans tous les supports de communication marketing, qu'ils soient physiques, digitaux, peu importe, il faut montrer au client qu'il est important pour nous et qu'il est au cœur du process. Et ouais. que voilà, ça veut pas dire qu'on va faire tout ce qu'il veut, ça veut Non, pas dire ça. non, Nous, non. on suggère, mais on lui montre qu'à partir de ce moment-là, c'est important et que c'est pour lui qu'on le sert à lui et qu'il est important et qu'il est au cœur de l'entreprise et du service qu'on va lui donner, quoi.
carrément. Et puis même, tu vois, enfin après, c'est des petits trucs, parce que là, je pourrais en donner des dizaines là-dessus, mais un autre petit truc aussi que je trouve intéressant à explorer. euh, c'est pour ça que le choix des mots est hyper important. Tu te rends compte qu'au niveau du neuromarketing, c'est important. C'est important quand on fait du copywriting, ça on le sait, mais encore plus quand on veut appliquer des techniques de neuromarketing, ça l'est d'autant plus parce qu'on sait que ça va déclencher une décision, tu vois, dans la tête du prospect ou du client. Et moi, enfin, il y a des formules comme ça que j'aime bien, moi, utiliser, par exemple, plutôt que de dire au client ou au prospect notamment, ouais, il faut que vous passiez chez moi, je suis le meilleur, etc. Je caricature involontairement, mais il faut que vous achetiez chez moi. Le il faut, déjà, tu l'évites. Ça, c'est un terme, bien entendu, à éviter absolument. Parce que là, tu laisses pas le choix au client. Ne jamais perdre de vue que si on veut influencer quelqu'un, c'est de donner la sensation au prospect que c'est lui qui choisit. Toujours. Mm. Et donc, la technique dans ce cas-là, c'est de lui dire, bah, écoutez, euh, voilà, on a pas mal papoté, etc. Pour être honnête, ce client, je pense que vous devriez passer par mon entreprise parce qu'on est capable de répondre à tout ce que vous venez de me dire il y a quelques minutes. T'expliques après un petit peu, évidemment, quoi. Mm. Mais le simple fait de dire, pour être honnête, ça veut dire que j'ai compris. Tu vois, je suis transparent Ouais. vis-à-vis du prospect. Mm. Vous devriez faire. C'est-à-dire que là, je lui laisse le choix, je ne lui impose rien du tout. C'est le client qui décide, de toute façon, in fine, on est bien d'accord. Donc, je lui impose rien et je lui fais comprendre que je lui impose rien en lui disant cette phrase-là, vous devriez faire. Tu vois? Ça, c'est des formules, tu vois, qu'il s'agit d'utiliser à bon escient, bien entendu, mais c'est juste pour amener à la réflexion de se dire, OK, quel type de phrase, de mots, etc., que je peux utiliser pour laisser le choix au client de choisir, etc., qu'il ait en tous les cas ce sentiment-là. Il croit que c'est lui qui choisit, mais en fait, en vrai, Ouais. comme un tunnel de vente, par exemple, en marketing, on sait très bien que on manipule quelque part, en tout cas, on influence dans la décision d'achat du consommateur. Et bien, en technique neuromarketing, c'est exactement la même chose. Donc là, on va choisir ces mots, ces formules de phrases. Mais en tous les cas, si, voilà, si on a des doutes, etc., essayez de toujours partir avec l'intention première de se dire, je suis au service du client et c'est lui le plus important. Ouais. C'est ça, c'est exactement ce que tu dis, c'est hyper pertinent et de garder ça et d'avoir, faut vraiment faire attention dans la verbalisation de ce qu'on dit et comment on le dit et comment on l'amène. J'invite à tous ceux qui sont anglophones, je ne pense pas que ce soit en français, mais en anglais, ça existe et ça fait partie de mes livres préférés que je lis plusieurs fois par an. Je vais recommander l'excellent livre de Phil M. Jones qui s'appelle Exactly What to Say. Mhm. Anciennement, la première version s'appelait Magical Words, qui donne des mots clés qui viennent déverrouiller des ventes. Et notamment en paysage, le mot qui est, à mon sens, est le plus pertinent, c'est juste imaginer. Ouais, Juste exactement. imaginer. Ça, c'est Ce super que bien. Et c'est tu pour ça que c'est reçois. important d'ailleurs quand on est en phase de négociation avec des prospects, c'est de les amener à imaginer. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va utiliser des anecdotes ou on va leur raconter une histoire. Tiens, imaginez là votre jardin, machin. Imaginez s'il y avait des arbres, une belle pelouse, une petite piscine avec un petit truc autour. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais voilà, tu comprends ce que je veux dire. Et là, le client, tu l'amènes à réfléchir. Exemple qui est extrêmement utilisé dans le milieu de l'automobile et qui est redoutablement efficace. Bonjour, monsieur le prospect, monsieur le client, bonjour. Tiens, allez, on fait un essai voiture. Allez, tiens, je vous laisse le volant, les clés. Voilà, mettez-vous dans votre fauteuil. Ah, comment vous vous sentez? C'est bien, ça va? Vous êtes bien installé? Ok, super, on va démarrer, on va faire un petit tour. Ok, super. Et puis pendant la route, alors que vous en pensez? Elle roule bien, ça freine bien, machin, vous êtes à l'aise et tout. Le gars, il tient le truc, tu vois. Il s'imagine déjà en train de se voir avec éventuellement le conjoint, les enfants, en train de partir en vacances, etc., etc. Tu vois, parce que tu l'amènes à rêver là-dessus, parce que tu lui poses des questions. Vous êtes mariés? Ah ouais. Ok, vous avez des enfants? Ok, super. Imaginez là plus tard avec votre petite famille en train de vous balader, quoi. Tu vois, et tu l'amènes à imaginer. Et ça, c'est redoutablement efficace. C'est Tu lui hyper fais efficace. tester le produit et en plus, tu l'amènes à imaginer effectivement des choses. Et en paysage, ce que je recommande de faire, c'est plutôt que de proposer un devis, Hmm, où tu sais, où tu as une liste, hmm,
Le devis, c'est un document légal, donc un document légal, c'est pas sexy, hein, qu'on soit d'accord. Ouais, Plutôt que de proposer un devis, alors évidemment, il faut le devis puisque c'est la légalité, mais de faire plutôt une offre avec du papier, avec, ça peut être en papier ou en digital, mais de faire une offre avec du visuel et ouais, d'expliquer au client ce qu'il aura en termes absolument. de ressenti, de manière à ce qu'il se projette, même si c'est pour un simple entretien de jardin, entre guillemets simple, parce que c'est quand même du travail et c'est quand même, ça demande certaines compétences, mais même pour un entretien de jardin, d'amener du visuel et d'amener du texte autre que 12 tentes, 3 passages, 3 tailles de haies, etc., ça va aider le client à se projeter, à se dire, bon, ben, c'est une entreprise sérieuse, compétente, qui a une vraie force de proposition par rapport aux autres devis que j'ai reçus, qui sont que des papiers listés, quoi. Mhm. Et ça, c'est ce qu'on utilise et c'est ce que je recommande d'utiliser avec d'excellents résultats. Simplement parce que là où il y a pas de projection, bah, forcément, ça ne vend pas. Alors en création, c'est facile, enfin c'est facile entre guillemets, mais il y a un travail de conception qui est fait en amont, tu vois. Et donc dans le travail de conception, ben, on voit, il y a une vue 3D, bon, il y en a qui font à la main. Enfin, je ne veux pas dire qu'il y a une technique qui est meilleure que l'autre, parce que j'ai un amour particulier pour le dessin manuel. Mais qu'on fasse ça à la main ou qu'on fasse ça en 3D, on va aider le client à se projeter. Donc, c'est peut-être plus facile à vendre, en tout cas dans l'esprit des entrepreneurs, de dire bah, une conception, c'est facile parce que ça demande, on fait un visuel et puis on le montre au client. Mais même pour les travaux d'entretien ou pour les travaux simples, c'est super important. Et le taux de conversion, il augmente considérablement rien que par le fait d'avoir un petit feuillet, une dizaine de pages, avec, bah voilà, vous allez profiter en famille, vous allez avoir vos voisins qui râlent plus que là est trop haute, ce genre de choses, quoi. Et ça aide le client à se projeter, c'est hyper puissant. Ah mais carrément, parce que tu vois, ça me fait repenser, moi, quand j'ai fait construire ma maison, que je suis allé voir un constructeur, bah, c'est exactement ce qu'il a fait, ce que tu recommandes là. C'est-à-dire qu'il avait fait un petit bouquin d'une dizaine de pages. Alors oui, il y avait le devis à la fin, bien entendu, quoi. Mais avant, il me faisait rêver. Tiens, regardez le plan. Alors c'était que en 2D pour le coup, et c'était parfait. Mm. Parce que je commençais, moi, avec mon épouse, tu vois, on commençait à se projeter, on disait, ah ouais, la maison va être comme ça, les pièces comme ça. Ok, ah, ça va être sympa, et tu vois, Ouais, c'est commencer ça. à se projeter. Et donc, quand tu arrives à la fin, tu regardes le devis, tu dis, bah, ok, je signe, c'est bon, quoi. Je Ouais, réfléchis pas, quoi. oui, oui. Ouais, c'est ça. Alors qu'un devis simple, et on est tous pareils, et là, pour le coup, c'est du neuromarketing, mais à l'envers, hein, ce qu'il faut pas faire, Ouais, c'est de c'est mettre, ça. c'est de mettre un devis brut où le client, il fait voilà, en bas à droite. Ah, comment je vais payer ça? Et il sait pas ce qu'il C'est achète, mais ça. il sait déjà qu'il va sortir du Et du pognon. coup, avec ce neuromarketing à l'envers, du coup, effectivement, il regarde le chiffre en bas, il dit, vous pouvez me faire un geste? Ouais, c'est ça. Alors que à l'inverse, si tu l'as fait rêver, Eh oui. je peux t'assurer que le mec, c'est très très rare que le mec à la fin il va te dire, vous pouvez me faire un geste commercial là-dessus? C'est très rare, très très Ouais, rare. Et s'il te le demande, tu sais déjà qu'il est engagé. Mais oui, tu Tu sais que sais c'est qu'il est vendu, donc engagé. t'es pas obligé de faire un geste en vrai. Donc, Tu lui dis, ouais, ok, je vous offre une boîte de popcorn avec. Voilà. ouais, c'est ça. Mais ouais, et c'est exactement ça. Et c'est souvent cette partie du métier, alors c'est pour les paysagistes, mais ça va être vraiment pour tous les métiers de service ou les métiers manuels. euh, c'est une partie du métier qui est complètement négligée. Ça veut dire qu'on connaît notre métier, on sait qu'est-ce qu'on sait faire, on connaît notre capacité, on sait que bah voilà, on sait tailler les haies droites, on sait tondre correctement, on sait aménager des jardins. Mais la partie vente et prise en compte du client, au-delà du simple fait que c'est un client à servir, mais vraiment en tant que personne avec qui on a à cœur de travailler, le fait que ce soit négligé, en fait, ça, ça envoie les entrepreneurs, enfin, ça leur fait passer à côté d'un nombre d'opportunités phénoménales. Et du coup, il faut ramener un maximum de prospects pour à la fin en convertir un, sans être même sûr que ce soit un bon client, c'est-à-dire un client qui a envie de travailler avec nous, quoi. Donc Ouais. c'est pour ça que c'est important de réfléchir à tout ça et de le mettre en pratique et de le travailler. Et merci de nous partager des choses simples, compréhensibles et applicables dès demain, quoi. Ah, mais c'est vraiment l'idée, tu vois. C'est vrai que pour revenir un petit peu au début de notre discussion, c'est vrai que le neuromarketing, c'est un mot qui peut faire peur, entre guillemets, au-delà des aspects négatifs que ça peut avoir, mais faire peur dans le sens où on se dit, mais qu'est-ce que c'est, comment je l'appréhende? Ça m'a l'air tellement compliqué comme truc.
ouais, je vais pas, enfin, je fais comme je faisais avant, ça ira très bien, quoi. Mm, Et en fait, on se rend compte qu'il y a des choses très très simples qu'on peut mettre en place avec ces techniques de neuromarketing. Tu vois, juste en se rappelant de deux, trois trucs, tu vois, il ne s'agit pas de tout mémoriser forcément, mais encore une fois, je reviens avec cette intention de se rappeler que le client, il est au cœur de notre discussion. On est là à son service, on est là pour l'écouter, pour répondre à son besoin dans la mesure du raisonnable, bien entendu, quoi. Mais en tous les cas, de toujours se dire, moi, c'est le client qui prime, mm, même si derrière, je dois générer du chiffre, bien sûr, quoi. Mais c'est d'abord le client qui prime. Ça, c'est la première chose. Il y a une deuxième chose aussi qu'on a plus ou moins évoquée, mais qu'on n'a pas dit clairement. Et ça me paraît aussi important d'en parler parce que c'est vrai qu'en termes de technique d'influence pour inciter le consommateur à acheter chez nous, c'est de jouer en fait sur l'émotion. Par exemple, là, on parlait, imaginez-vous, là, quand on va à Tondres-Voet aménager votre jardin, comment ça va être. Regardez les photos que j'ai préparées pour vous ayez une idée de ce que ça va être. On joue sur la partie émotionnelle. Et on sait, ça a été démontré au niveau des neurosciences, que en fait, c'est l'émotion qui est le plus gros déclencheur d'achat chez tout le monde. mm. Chez tout le monde. Je vous mets au défi de réfléchir sur des achats, en tous les cas sur des achats, on va dire, importants selon vos critères à vous, mais réfléchissez-y, les derniers achats, qu'est-ce qui vous a amené à acheter ce produit-là, qui représentait une certaine somme d'argent? Qu'est-ce qui vous a amené à acheter ça? Alors, ne me dites pas, oui, parce que le produit est moins cher, c'est écolo, machin. Non, on s'en fout de ça en vrai. C'est pas ça la vraie raison. Ça, c'est des choses que vous mettez en avant pour justifier votre achat. En vrai, ce qui vous amenait à acheter, c'est de dire, bah, parce que le mec était sympa, parce que le produit, je le trouvais joli, parce que je me suis dit, bah, tiens, on prend par exemple les pubs de voitures pour revenir là-dessus, mais quand vous regardez les pubs de bagnole, vous voyez le mec là au volant avec sa petite nana à côté, cheveux au vent, il fait beau, la mer, machin, etc. C'est la partie émotionnelle. On se dit, ouais, il y a du plaisir là-dedans, tu vois. C'est pas juste la voiture, elle consomme peu, elle est électrique ou je sais pas quoi. C'est juste du plaisir, quoi. Mm. Donc c'est ça qu'on est là pour apporter à nos clients, c'est aussi de leur amener du plaisir et de répondre à ce besoin émotionnel qu'on a tous de nourrir ça en nous. On a besoin de ça, quoi. C'est l'émotion qui nous fait vivre. Je défie quiconque de dire, moi j'ai zéro émotion et je vis très bien et je suis heureux. Non, déjà, simple fait de dire je suis heureux, déjà, tu as une émotion, donc ne dis pas ça. T'as zéro émotion, t'es un peu psychopathe quand même, hein. C'est ça. À part les serial killers, il y a encore même là, il y a de Même l'émotionnel pas. quand même derrière, qui est très immoral, on est d'accord, mais il y a quand même de l'émotionnel. Ouais, c'est vrai on achète à l'émotionnel, hein. On peut, et après, comme tu as très bien dit la chose en disant, mais après, on se justifie avec de l'argumentaire. Mais c'est pour juste c'est pour conforter dans le fait qu'on ait fait le bon choix. Mais, parce qu'on en a besoin pour se rationaliser à un moment. Mais on achète de l'émotion, clairement. Ah oui, bah oui. C'est pour ça que c'est important, comme on vient de le dire, et l'a rappelé très justement Joël, c'est ouais, dites, imaginez à vos clients, imaginez comment ça va être plus tard, votre jardin, etc. Une fois qu'on aura fait les aménagements qu'on a vus ensemble, regardez, j'ai fait des photos pour vous ayez une idée de ce que ça va être. Alors, attention au choix des mots aussi, parce qu'on aurait tendance à dire, regardez, j'ai fait une petite photo là de ce que ça va. Petite. Déjà, le mot petit, vous le supprimez de votre vocabulaire, hein. Il n'y a pas de petite photo, il n'y a pas de petit projet. Voilà, il y a juste des projets ou des photos, point. Parce que ça, c'est un terme à bannir absolument dans le cadre d'une négociation commerciale, particulièrement évidemment. Vous savez, monsieur le client, j'ai une petite photo, j'ai un petit projet pour vous, c'est un petit tarif, hein. Ah, Avec notre petite entreprise, avec notre notre petite petit entreprise. matériel. Ouais, faut faire attention, mais je suis Ouais, passé mais par t'as là, raison, donc parce que c'est naturel. En vrai, en plus, c'est typiquement français de mettre petit devant tout. ouais, Un ouais, petit, ouais. un petit café. Bah non, je veux un grand. Mais un petit café. Ah ouais, mais, voilà. Mais on le fait. Franchement, on le fait tous. Même quand on sait qu'il faut pas le faire, on le fait. Mais c'est c'est très justement souligné en tout cas. Non, non, il ne s'agit pas de sous-estimer les choses, au contraire, et puis Non. surtout en phase de négociation commerciale, c'est hyper important. Ouais, tout à fait. C'est ouais, c'est clair. Et du coup, comment est-ce que tu mesures les résultats? Parce que on a parlé de techniques intéressantes, notamment en marketing et en vente. Et comment est-ce que moi, demain, je suis entrepreneur paysagiste, je viens de comprendre que je dois mettre une action ou deux qui sont pas compliquées, on va dire là, mettre en place. Tout le monde peut mettre ça en place dès demain dans son process de vente ou dans son marketing. Comment est-ce que on va mesurer le résultat? Bah, comme dirait je sais pas qui, mais en fait, tu vas les mesurer de manière traditionnelle. Tu vas voir si ton chiffre d'affaires décolle ou pas, quoi. Mm.
Tu vois? Après, en termes de mesures précises, ça va dépendre quel type d'action qui utilise des techniques de neuromarketing, où là, tu vas dire, bah, après, tu fais de l'A/B testing. Tu dis, tiens, je fais une action de communication de manière entre guillemets classique, et je vais en faire une seconde en utilisant des trucs comme ça de neuromarketing, comme on l'a évoqué depuis tout à l'heure, puis on voit ce qui marche le mieux. Tu fais de l'A/B testing en d'autres termes, tu vois. Donc, et après, voilà, c'est les mesures que tu vas pouvoir mettre en place pour pouvoir voir s'il y a des retombées intéressantes ou pas. Et n'oublions pas, de toute façon, quoi qu'il en soit, on est sur du marketing déjà tout court. Enfin, le marketing tout court, ce n'est pas une science exacte. Donc, il y a des principes à connaître, bien entendu, des techniques à connaître. Mais après, il y a un côté un peu empirique aussi quelque part, quoi. Donc, parce qu'on est tous uniques. C'est-à-dire que moi, je dis à Joël, tiens, utilise cette technique-là. Et moi, tu vois, ça a marché pour moi, c'est du feu de Dieu, etc. Alors peut-être que ça va marcher pour Joël, mais peut-être que ça va pas marcher non plus, pour différentes raisons qui sont au-delà de nos compétences intellectuelles ou autres, tu vois. Et parce que tout simplement, déjà, on vit pas dans le même environnement. Joël, il habite dans un coin de la France qui n'est pas le mien. Et déjà, rien qu'en termes d'environnement, on n'a pas forcément à faire en face la même population. Donc, il s'agit pour moi, dans ce cas-là, de dire à Joël, OK, bah, écoute, tu sais quoi, je vais te coacher, c'est-à-dire que je vais t'accompagner, essayer de comprendre ton mode de fonctionnement, dans quel environnement tu travailles, avec quelle typologie de client tu travailles, pour pouvoir lui amener la bonne solution marketing qui puisse lui adapter à son niveau. Mais c'est pour ça que je te dis, là, au niveau de critères de retour sur investissement par rapport à ça, quelles sont les mesures pour pouvoir mesurer si c'est efficace ou pas? Bah, après, c'est à chacun de déterminer déjà ses propres critères de mesure. Alors, surtout pas, enfin, je pense aux réseaux sociaux particulièrement. J'avais un échange ce matin avec un entrepreneur sur le sujet, tu vois, mais c'est pas les likes ou le nombre d'abonnés qui va faire la différence, même si d'un point de vue algorithmique, bien sûr, c'est important, même si en termes de notoriété, ça reste important, bien sûr. Mais c'est pas ça qui nourrit, enfin qui va te nourrir et qui va remplir le frigo. Donc, ce qui est vachement plus important, effectivement, c'est de se dire, OK, est-ce que j'arrive là, par exemple, dans ma communication digitale, à susciter l'envie auprès des gens de me contacter et de faire affaire avec moi? Tu vois, c'est ça la vraie question. Donc, c'est le contenu que tu vas mettre. Et on en revient, encore une fois, au neuromarketing notamment, se dire, bah, tiens, dans ma communication digitale, qu'est-ce que je peux faire à partir des outils de neuromarketing pour influencer les gens à me contacter et puis, bien sûr, à faire affaire avec moi. Donc, c'est ça la vraie question. Et c'est à partir de là que tu peux commencer à mesurer les retours là-dessus, quoi. Ouais, tout à fait. Et tu fais bien de souligner cette idée de A/B testing. Alors, je vais euh, vulgariser un peu pour ceux qui connaissent pas l'A/B testing. Donc, l'A/B testing, c'est tu fais on va dire, on va prendre l'exemple d'une publication, par exemple, sur les réseaux sociaux. Tu vas faire une publication au format où tu as l'habitude de le faire, et puis tu vas en faire une sous un autre format, en changeant quelques détails et tu vois laquelle des deux fonctionne le mieux. Ça marche avec les publis, ça marche aussi avec les flyers. Moi, je recommande souvent de le faire avec les flyers à distribuer. Donc, évidemment, si ne distribuez jamais des flyers en boîte aux lettres, vous perdez votre temps, mais c'est quand même utile comme support de communication le flyer, c'est d'en faire 150 d'un Hmm. type, 150 d'un autre et de regarder lequel des deux revient le plus avec, par rapport au client et après de tout balancer, de tout miser sur celui qui fonctionne le mieux. Donc, c'est ça l'A/B testing. On va tester deux solutions et on va garder la meilleure. Donc voilà, mais merci d'avoir souligné ça parce que c'est vrai que l'A/B testing est super important euh, pour justement optimiser ses résultats et pas se dire oui, je sais, je vais faire parce que c'est comme ça qu'il faut que je fasse, donc je vais faire. Donc c'est parce que voilà. Et puis pour en revenir aussi sur ce que tu disais sur les résultats, euh, pourquoi les uns n'ont pas les mêmes résultats que les autres? Parce que des fois, ça dépend de deux choses. Déjà, comme tu disais, c'est la clientèle qui est en face et les personnes qui sont en face. Et tu peux avoir deux entreprises du paysage, une qui va avoir un type de clientèle, une qui va avoir un autre. Et forcément, les résultats seront différents. Et puis, il y a aussi le fait, est-ce que tu es aligné avec ce que tu es en train de faire, quoi. Si tu te forces à proposer un truc qui est complètement pas naturel pour toi, bah, tu vas irradier le truc, tu vois. Là, en face, le gars il va se dire, mais tiens, il est en train de m'arnaquer, lui, là, tu vois. Et donc, que tu le veuilles ou non, ça se sent. Donc, faut faire des choses avec. Si vous avez envie de mettre en place du neuromarketing, il vous faut le faire parce que c'est hyper puissant, parce que ça va augmenter votre chiffre d'affaires, mais faites des choses avec lesquelles vous êtes aligné, quoi. Qu'on soit bien d'accord, parce que sinon, ça va foirer à 100%.
Ça, on n'a pas besoin de mesurer le résultat, on peut le donner d'avance, hein. C'est C'est fort. clair. C'est clair, tu vois, c'est un petit peu, c'est un petit peu comme ces gens on appelle ça en neurosciences de la dissonance cognitive, hein. Donc, un problème d'alignement, comme tu l'as évoqué très, très clairement. Je pense à ces gens, par exemple, un monsieur comme, allez, je vais le nommer, j'en ai rien à faire, c'est pas grave, il peut pas m'attaquer en diffamation, c'est un fait. Monsieur Leonardo DiCaprio qui vient nous parler de véhicules électriques à la télévision, et puis d'un autre côté qui utilise un jet privé, un yacht, etc. Excusez-moi, Monsieur DiCaprio, mais là, il y a une totale dissonance, ce n'est absolument pas aligné. Alors, soit on parle d'écologie et à ce moment-là, on montre l'exemple, soit on n'en parle pas et à ce moment-là, tu as le droit de t'acheter un jet privé et un yacht, j'en ai rien à faire, c'est ton argent, tu fais ce que tu veux, quoi. Mais tu vois, le cas typique de dissonance cognitive, quoi. Donc, c'est pareil pour chacun d'entre nous d'être effectivement aligné avec ce qu'on dit et ouais, que le client ne sente pas qu'il se dise, parce qu'on le sent inconsciemment, hein, on va être très clair, on le sent, on se dit, il y a un truc que je sens pas chez ce monsieur-là. Je sais pas quoi, mais je le sens pas. Mm. C'est ça, exactement. Merci beaucoup, Christophe, pour cet entretien dans le podcast Pays Appreneurs. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Avant de nous quitter, comment est-ce qu'on peut te retrouver déjà? Parce que tu proposes aussi du marketing vidéo. Et comment est-ce qu'on peut retrouver ton livre? Alors, c'est très simple. Si vous souhaitez retrouver mon livre et même mes livres plus simplement, vous devriez aller consulter mon site internet. C'est vous qui décidez, vous avez le choix. Vous devriez aller consulter mon site internet christophetrain.fr et dans les ressources, vous trouverez une partie qui s'appelle livres où vous retrouverez donc mes livres pour pouvoir les commander si vous le souhaitez. Et, euh, et je propose aussi des accompagnements là-dessus, donc sur le marketing vidéo plus précisément, auquel j'inclus bah, toutes les innovations, comme on parlait d'IA tout à l'heure, donc l'intelligence artificielle aussi, qui est un très bon outil, qui est un très bon assistant, comme l'a très 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 bien dit Joël, c'est un assistant avant tout. Et c'est nous qui créons derrière. Et donc, intelligence artificielle. Et puis, bien sûr, le neuromarketing. Comment construire des vidéos qui influencent le lecteur à se dire, tiens, lui, ça me plaît ce qu'il me dit et je vais acheter chez lui. Merci beaucoup, Christophe. On mettra les liens dans la description de la vidéo pour ceux qui nous regardent en vidéo. Et on mettra les liens dans la description du podcast aussi pour ceux qui nous écoutent en audio et qui ont envie de te retrouver. Comme ça, ce sera plus simple pour tout le monde. Merci à tous pour votre fidélité. J'espère que cet épisode et cet entretien avec Christophe vous a plu. Si c'est le cas, je le dis pas souvent, alors je vais en profiter pour le dire. Mettez un avis sur votre plateforme de podcast pour aider d'autres entrepreneurs comme vous à découvrir le podcast. Ça me fait plaisir, ça leur fait plaisir aussi parce qu'ils seront contents de découvrir et d'avoir des astuces qui vont les aider à développer leurs entreprises du paysage. Merci à tous, passez une très très belle semaine et à la semaine Merci à prochaine pour un tous. nouvel épisode. Salut Christophe! Ciao Joël et bonne journée à tout le monde.